le juge belge est compétent pour recevoir la plainte, pour instruire la plainte. Le juge d'instruction pourra instruire à charge et à décharge, faire son travail, et la justice belge peut mener une telle procédure jusqu'à son terme. C'est un dossier délicat, je l'ai dit. C'est un dossier, ce n'est pas tous les jours qu'il y a une plainte pénale pour des faits graves déposée contre un ministre de la Justice en exercice d'un pays tiers. Et donc cette plainte a été déposée après longue réflexion et beaucoup de travail en amont pour venir avec un dossier solide. Et maintenant, c'est à la justice belge de faire son travail parce que la justice belge est compétente pour le faire. On peut parler de la compétence et du lien de rattachement avec la Belgique, mais il est important de noter que la première personne contre qui la plainte est dirigée, à savoir M. Tamboué Mwamba, est domicilié en Belgique depuis 1998 et dispose d'un titre de séjour illimité en Belgique. Donc, pour tous les faits couverts par la plainte, il est domicilié en Belgique. Les faits sont extrêmement graves. Je ne vous apprends rien en disant ça, je me permets juste d'insister. On parle de crime contre l'humanité, crime de guerre. C'est l'épisode tragique de 1998 où l'ordre est donné d'abattre un avion civil avec des civils à bord, fait revendiquer publiquement par M. Tamboué Mwamba. On parle d'arrestation arbitraire, de torture, traitement cruel, inhumain et dégradant, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, où son poste de ministre de la Justice lui sert finalement de levier pour faire arrêter des opposants, des citoyens, de les enfermer, de les torturer. On parle de fait de faux usage de faux, de détournement de fonds publics, de corruption, de blanchiment, de crimes d'ordre financier dans le chef du ministre de la Justice, des faits commis au Congo, en Belgique, et donc ce sont des faits extrêmement graves. L'importance de la redevabilité, de demander des comptes aux dirigeants, de lutter contre l'impunité. C'est aussi ça, la plainte qui est déposée. Et c'est aussi dans ce cadre-là que je souligne l'importance de l'appui et du soutien de la FIDH qui œuvre justement pour plus de justice et pour lutter contre l'impunité partout dans le monde. Et on l'a vu par rapport au Congo, notamment avec le soutien de la FIDH dans l'affaire Chebeya, actuellement devant les tribunaux au Sénégal, et dans d'autres dossiers, et dans ce dossier-ci, où finalement, c'est à Bruxelles que les victimes peuvent espérer obtenir justice. Mon quatrième point, ce sont les personnes visées par la plainte. Je ne vous apprends rien. Première personne visée, M. Alexis Tamboué Mwamba, ministre de la Justice du Congo. Deuxième personne visée, Mme Tamboué Mwamba Ngaloula Fleur, sa fille, visée aussi par les préventions de corruption et de détournement de fonds publics, par l'intermédiaire de sa société de droit belge, tous des éléments que le juge d'instruction devra investiguer et établir. Ces personnes résident en Belgique, sont domiciliées ou ont la nationalité belge, c'est le cas de la deuxième personne visée, peuvent se rendre librement chez le juge d'instruction s'ils ont des explications à fournir, ça reste une possibilité, peut-être même qu'un ministre de la Justice peut avoir une fonction d'exemple et de dire sa disponibilité par rapport à la justice d'un pays étranger en disant « je suis disponible pour être entendu par rapport aux faits qui me sont reprochés » et se rendre auprès du juge d'instruction, auprès des enquêteurs, surtout vu qu'il séjourne actuellement en Belgique ou en Europe et qu'il vient régulièrement en Belgique.
Le cinquième point et le dernier point sur lequel je veux insister, ce sont les parties plaignantes, les victimes. En tant qu'avocat aussi, en leur rendant hommage, elles ont choisi d'apparaître publiquement et donc je les mentionne. La Ligue contre la corruption et la fraude, la LICOF, son président, M. Rachidi Akida, qui agit tant en qualité de président de la LICOF qu'en tant que personne, comme citoyen, victime, notamment par rapport aux faits liés à l'avion qui a été abattu et des proches qu'il a perdus. Et M. Jean-Claude Muyambo, que je ne vous présente pas, l'ancien bâtonnier de Lubumbashi, emprisonné à la prison de Makala actuellement suite aux agissements du ministre de la Justice. Je tiens à saluer les parties plaignantes qui prennent des risques dans un dossier délicat, des risques pour leur personne, pour obtenir justice pour elles-mêmes évidemment, mais aussi pour faire valoir la justice, la lutte contre l'impunité au bénéfice des citoyens du Congo, en prenant donc des risques pour une cause juste, difficile, et c'est à cet égard-là que je veux leur rendre hommage pour leur courage. D'autres personnes seront susceptibles de se joindre à cette plainte en se constituant partie civile entre les mains du juge d'instruction. Et je terminerai en disant que c'est maintenant à la justice belge de travailler et d'avancer dans ce dossier pour rendre justice aux victimes. Merci. Je suis président de la Ligue contre la corruption et la fraude en République démocratique du Congo, et c'est depuis 1999, donc 99 jusqu'à ces jours. Je dois porter à votre connaissance, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dites, des contre-vérités pour ce qui est de l'avion qui a été abattu. Dans l'avion, il y avait plus de quarantaine de personnes, à peu près 50 personnes qui étaient dans l'avion. Ce n'étaient pas des militaires qui étaient dans l'avion, mais plutôt des civils, des femmes, des enfants et des vieux, qui fouillaient la guerre dans la ville de Kindu, parce qu'il y avait la guerre en 1998. L'avion avait atterri. Lorsque l'avion a décollé maintenant pour rentrer à Kinshasa, l'avion venait de Kinshasa effectivement, après avoir déposé les passagers, ils ont embarqué d'autres passagers qui devraient rejoindre Kinshasa. Vous savez que dans ces mouvements de guerre-là, il y avait beaucoup de gens qui se précipitaient pour fuir justement la guerre. C'est là que certains proches à moi ont pu embarquer dans l'avion pour nous rejoindre à Kinshasa. Quelques minutes après le décollage, l'avion avait été abattu. Donc, contrairement à tout ce que les autres disaient, notamment M. Alexis Tambwe-Mwamba, parce qu'il disait qu'on a abattu l'avion lorsqu'il amorçait l'atterrissage dans la ville de Kindu. Après cet événement, les familles des victimes ont essayé d'avoir une justice au Congo. Comme vous le savez, c'est le gouvernement où M. Tambwe-Mwamba était dans la rébellion, qui était déjà au pouvoir, et tous ces dossiers-là étaient complètement camouflés. Et même les documents étaient ravis. Ici, je dois vous citer le témoin oculaire, c'est l'ancien directeur du CAL, M. Stavros Panayotis. Il avait été chassé par ce gouvernement-là, et au moment où nous vous parlons, il se trouve en exil. Il est ici, et on l'a cité comme témoin, et il va témoigner. Et donc, toutes ces familles de victimes-là n'ont pas bénéficié quoi que ce soit
Et c'est la raison pour laquelle elles sont venues voir la LICOF, la Ligue contre la corruption et la fraude, pour que la justice soit faite. Vous savez qu'au Congo, le pouvoir judiciaire est inféodé par le pouvoir exécutif. Et lorsque le ministre, qui est lui-même responsable, se trouve dans l'exécutif, et donc là, vous ne pouvez pas attendre à une quelconque justice. C'est la raison pour laquelle, après avoir mené des démarches au niveau du Congo, et que ces démarches n'ont pas abouti, nous avons estimé pour notre part que nous puissions venir ici, où il y a une justice, parce que la Belgique a une compétence universelle, et c'est dans ce cadre-là, comme Tambo Mwamba bénéficie d'un statut de résident indéfini, donc il peut être poursuivi. Et il possède aussi ses biens ici en Belgique. Donc à cause de ça, la Belgique est compétente de pouvoir juger M. Alexis Tambo Mwamba. Voilà pourquoi la LICOF et moi-même, nous sommes là comme partie civile. Nous représentons toutes les victimes. Et elles sont nombreuses. Alors, non seulement que je suis président de la LICOF, il y a d'autres aussi qui sont joints à nous. Le cas de M. Stani Benjamin, qui va devoir aussi parler, parce que je ne peux pas monopoliser la parole, il va devoir me compléter sur certains éléments que je n'ai pas abordés. Merci. Comme on l'a expliqué sur le collègue de la FIDH, donc là, il faut repartir dans l'historique même de cette plainte qui fera date, parce que le Congo amorce une période de transition dans laquelle on a un pouvoir dont le mandat était terminé, enfin, a pris fin légalement le 19 décembre 2016, et le pouvoir a accepté de signer un accord politique qui prolongeait en fait le mandat. Mais il faut dire que le mandat actuel de Kabila et de tout son système ne tient qu'aux mesures d'application du fameux accord. Donc tant que l'accord n'est pas appliqué à la lettre, donc ce pouvoir n'est pas reconnu officiellement. Donc là se pose maintenant le problème de chaque État. Est-ce que tous les États occidentaux et les autres reconnaissent Kabila ou pas? D'où la qualité même et toutes les possibilités qu'ils fassent usage de leurs immunités diplomatiques et autres vont se poser pendant les procédures qui seront lancées. Maintenant, pour revenir à l'historique de la plainte, j'ai été contacté à la fin de l'année passée par mon ami Oscar Rachidi Akida par rapport à la situation qu'il a vécue lui-même dans sa chaise. Donc, moi, je me suis dit non, cette histoire, on ne va pas laisser ça comme ça. Il avait un tas de tonnes de documents. On s'est lancé dans l'aventure, essayer de réunir d'autres documents, d'autres éléments de preuve. Et on a fait un draft et qu'on a soumis à Paul, et Paul a amené ça à la FIDH pour continuer. Parce que, bon, comme vous savez, la Prodex est une ONG qui fait peur, mais au fond, on n'est pas si nombreux que ça à travailler dans tous ces dossiers. Raison pour laquelle on s'était un peu retiré. Et la FIDH a fait le travail au dépôt, parce qu'on avait déjà été voir le juge au mois de janvier. Et la FIDH a continué la plainte, et la plainte a été formalisée et déposée définitivement le 16 mai. Mais non, côté pratique, je ne veux pas revenir à tout ce qui a été dit avant moi. Je voulais seulement attirer l'attention, et là je m'adresse aux Congolais victimes, et surtout à tous les bourreaux qui sont encore en place, qui doivent savoir que l'heure où les ONG lançaient de messages comme ça d'avertissement est terminée. Donc on est arrivé à bout, il y a eu des sanctions, et je me rappelle encore, beaucoup rigolaient des sanctions, n'est-ce pas Paul? Ils rigolaient, ils disaient oui voilà, les Américains, enfin l'administration Obama et puis l'administration Trump, enfin prennent
des mesures enfin, disons, c'est plus symbolique toutes ces sanctions. Parce que ces gens qui sont au Congo, ils ont un sentiment d'impunité. Parce qu'ils sont au Congo, bien qu'ils aient quelques biens aux États-Unis et en Europe, pour eux, ils ne ressentent pas encore la valeur didactique de toutes ces sanctions. En fait, c'est des avertissements pour dire arrêtez. Mais au lieu de ça, on voit que ça continue. On a vu récemment les massacres au Kasaï. Donc, c'est pas tant, jusqu'à assassiner des experts des Nations Unies. Donc, en faisant un montage et en faisant une vidéo qui, au fond, la vidéo les a carrément trahis, comme on l'a démontré dans nos analyses qu'on a fait. Là, je rends hommage aussi à l'ONG DESC, spécialisée en matière militaire, qui nous a beaucoup aidé au niveau de l'analyse balistique du contenu de cette fameuse vidéo montrant l'assassinat de nos deux amis. Donc, je vais conclure en disant que l'heure de l'impunité est terminée. On a la chance, comment j'allais dire, le fait que la première plainte est déposée et la personne visée principalement est Alexis Thambwe Mwamba, qui est de nationalité belge. Il y a d'autres personnalités connues, comme Sami Badibanga, comme Alex Kandé, comme Bouchab. Et tous ces gens-là doivent savoir que les dossiers sont là et les dossiers suivent leur cours. Et bientôt, on aura l'occasion encore de nous revoir parce que on a trop parlé, comme disent les Congolais. Maintenant, c'est des actes concrets. Et il y aura plusieurs rendez-vous comme ça où tous ces dirigeants seront cités l'un après l'autre. En commençant d'abord ceux qui sont là où on a un rattachement avec la Belgique, notamment les trois personnalités et les autres qui vont suivre. Bobo Koyangwa, MPV TV. Moi, la question que je me pose, pourquoi pas ne pas viser directement Kagame? L'immunité, la question des immunités, question très intéressante. Le droit international prévoit une immunité et c'est les conséquences, et aux Congolais je n'apprends rien, de l'arrêt Yerodia à la Cour de justice à La Haye, début des années 2000, 2002 si mes souvenirs sont bons, mais je peux me tromper. Souvenez-vous, je pense que Yerodia était ministre des Affaires étrangères du Congo fin des années 90. Et c'est les déclarations qu'il avait faites à l'époque qui avaient valu une plainte sur base des lois de compétences universelles et la question de l'immunité avait été tranchée par la Cour de justice à La Haye et était arrivée à la conclusion que l'immunité protégeait les présidents, les chefs de gouvernement, donc Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, mais pas au-delà. Il y a une extension, je dirais coutumière, si on peut l'appeler comme ça, c'est de dire qu'un ministre qui est invité par un gouvernement étranger ne peut pas faire l'objet de mesures prises par la justice. Il y aurait une sorte d'immunité conférée par l'invitation officielle du gouvernement étranger. On l'a vu notamment à l'application en Angleterre où des procédures ont été lancées contre les ministres invités officiellement et où les procédures ont été arrêtées parce que c'était une invitation officielle. Mais donc, ici, on n'a pas d'obstacle lié à l'immunité. Le cas échéant, mais ça c'est une question qui sera posée dans un second temps, un ministre peut bénéficier d'un privilège de juridiction, de ne pas être jugé par un tribunal de première instance, mais d'être jugé devant une cour d'appel, ce que certains ministres d'ailleurs, il y a eu des précédents belges, quand des ministres belges ont été cités en justice, c'est qu'ils sont cités en justice directement devant la cour d'appel, ce qu'on appelle un privilège de juridiction, mais ce qui est finalement un handicap parce qu'on perd un degré de juridiction, et on perd donc le double degré de juridiction.